Itinéraire numérique d'un formateur d'adultes ou le voyage d'un saltimbanque funambule. Ce diaporama sonorisé retrace une vingtaine d'années de travail d'un formateur qui, comme tout le monde, a débuté dans une salle en présentiel et qui, au fur et à mesure du temps, s'est trouvé contraint, obligé d'introduire du numérique dans sa pratique jusqu'à la formation entièrement à distance. En 98, la formation tout en présence créait une insatisfaction chez moi. Des gens qui viennent en formation une journée ont plus ou moins eu le programme en amont, n'ont pas travaillé les sujets auparavant, n'ont pas lu, n'ont pas réfléchi. Et puis en fin de journée, les gens s'en vont, la formation est terminée. Il s'agissait d'une formation au traitement de texte Word, et l'idée m'est venue de travailler avec le courriel, c'est-à-dire d'envoyer les contenus en amont, avant le jour J, d'envoyer éventuellement des travaux à réaliser, de préparation, et comme ça, au moment du présentiel, les personnes arrivaient en sachant de quoi nous allions parler. On pouvait très bien imaginer une période, par exemple, 15 jours après la formation, d'un suivi, d'une sorte de tutorat par courriel. Réunir des formateurs lors d'un dispositif national pour un échange de pratiques a révélé beaucoup de choses. C'était en 2001. Chacun travaillait dans son coin, un peu jalouse de ses préparations, de contenu, de formation. Nos accompagnateurs ont déjà commencé un petit peu à déminer le terrain, que chacune et chacun présente ses travaux, qu'on en discute, et que l'on commence à créer des ressources partagées. Bien sûr, en se quittant, se posait la question de continuer à travailler, et là, on nous a proposé un espace collaboratif pour déposer les documents, les discuter, les amender, en produire de nouveaux. On a donc ainsi commencé à introduire entre nous l'hybridité de la formation, et nous avons pu travailler à distance avant de nous revoir lors du prochain présentiel. L'idée était de disposer les ressources, les contenus créés par l'équipe de formateurs sur un espace collaboratif que nous avons appelé FODAD Documents. Donc toutes les académies ciblaient sur ce site collaboratif que nous pouvions bien sûr modifier, enrichir à souhait. Mais pour que les académies disposent de leur propre liberté, elles ont créé une sorte de constellation de sites collaboratifs. Vous voyez, FODAD SASU, c'est préparation d'un concours, FODAD adjoint également, FODAD NG pour les nouveaux gestionnaires d'établissements. Donc là, l'académie pouvait insérer les personnes participantes, les formateurs, etc. Mais les contenus ciblaient par un lien vers FODAD Documents. C'est vrai que ce dispositif a bousculé les représentations. Déjà entrer dans une dynamique collaborative, qui n'était pas une habitude des personnes, co-construire des parcours avec des ressources et des évaluations, passer d'une modalité présentielle habituelle de l'organisme de formation à une modalité hybride, présence-distance. Assumer le rôle du tuteur, d'ailleurs au départ les formateurs n'étaient pas très d'accord de se faire appeler formateur-tuteur. Vous voyez, ça change leur statut, leur rôle. Ça change la vision de l'enseignement-apprentissage parce que il faut à ce moment se reposer la question du rôle de l'apprenant dans le dispositif. Et puis bien sûr un nouveau rôle du formateur qui va agir beaucoup plus par la communication avec des outils synchrones et asynchrones, le courriel, la plateforme, la classe virtuelle.
Dans ce nouveau contexte, le formateur est appelé à beaucoup utiliser la toile, à utiliser le numérique. Par exemple, beaucoup le courrier électronique institutionnel. Il va gérer sa présence sur la plateforme de formation institutionnelle. Mais il va aussi se préoccuper de la toile en général, c'est-à-dire va-t-il s'acheter un nom de domaine, se créer un site personnel, un blog pour écrire en ligne, et puis quid aussi de sa présence sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que là se pose une nouvelle problématique pour le formateur qui doit augmenter sa professionnalité par rapport au numérique au sens large. Le blog est utilisé par beaucoup de formateurs qui vont sur cet espace évoquer leur vécu, réfléchir sur leur action, faire évoluer leurs pratiques et renforcer leur identité numérique en devenant un écrivain en ligne. Pour l'apprenant, c'est aussi un outil assez extraordinaire puisqu'il peut relater le vécu de sa formation, réfléchir à sa posture d'apprenant, se projeter dans son avenir professionnel, utiliser le blog un peu comme un portfolio. Il va aussi améliorer son utilisation de la toile et aussi son identité numérique. Plusieurs formations que j'anime utilisent le blog comme dépôt des preuves que l'on va fournir pour obtenir une attestation, une certification. Il y a chez les formateurs une prise de conscience qu'en fait, chacune et chacun se trouve dans un écosystème dans lequel agissent de nombreux acteurs. On n'est plus tout seul dans une salle de formation, la salle 220 de 9h à 17h, mais des personnes agissent avec nous. Par exemple, un ingénieur système, par exemple les gens qui gèrent l'administration de la plateforme, les gens qui gèrent la salle de formation, qui peut-être ont introduit une classe mobile, par exemple, qui va donner beaucoup de souplesse. Bien entendu que la connexion Internet doit être fiable et rapide. La plateforme opérationnelle 24 heures sur 24, qu'elle soit asynchrone ou synchrone, et les ressources adaptées, alors libres de droit bien sûr, respectant le droit d'auteur, réalisées alors en interne, en externe, par les formateurs, par des gens de l'extérieur, formation sur étagère. Donc vous voyez que cet écosystème doit être bien bâti, cohérent, que tout fonctionne à tous les niveaux d'utilisation du dispositif. Et ça, c'est une prise de conscience qui est très importante. Le formateur n'est plus seul à jouer son rôle. Une formation atypique montée en 2003-2004, regroupant 400 personnes par année, sur 4 années consécutives, une formation quasiment entièrement à distance qui concernait le B2I adulte en direction des personnels enseignants et des personnels administratifs de l'Académie de Besançon. Ce qui m'a le plus frappé au départ, c'est déjà l'idée de la mutualisation des contenus. Nous avons partagé la plateforme qu'utilisait à cette époque le Greta de Besançon. Nous avons mutualiser aussi les ressources que nous avons modifiées à la marge en fonction des besoins de nos publics. Et cette modalité était quasiment entièrement à distance, ce qui était très novateur. Les personnes disposaient d'une demi-journée de regroupement dans un établissement proche du leur, pour éviter donc les coûts de déplacement. Nous avons dû réfléchir et mettre en place un tutorat au plus près des personnes, et un financement de ce tutorat qui soit adapté. Les formateurs ont d'ailleurs bien joué le jeu. Ce qui nous a aussi interrogé, beaucoup surpris, c'est que la plupart des apprenants tenaient énormément à obtenir leur attestation. On a senti là que les personnes étaient dans une dynamique déjà d'une formation tout au long de la vie. Avec l'arrivée d'un Internet rapide à haut débit ou très haut débit,
des technologies qui ont beaucoup évolué, on peut se poser la question raisonnablement du tout distant, c'est-à-dire d'introduire dans certaines formations une modalité entièrement à distance. Ceci ne met pas en cause bien sûr le présentiel ni l'hybride, mais on peut disposer donc d'un dispositif qui a une ouverture permanente. La personne peut choisir par exemple un quota d'heures d'accompagnement en fonction de ses besoins, en fonction de ses finances, de ses disponibilités. On va pouvoir ainsi individualiser un parcours, travailler à partir des préoccupations de l'apprenant et des documents par exemple qu'il gère au quotidien. On va donc supprimer les déplacements, l'hébergement, et puis on va aussi s'adresser à un public qui ne sera pas limité à un territoire géographique donné, le département, la région, mais qui pourra donc venir de toute partie du monde. Se posera le problème de la langue, alors soit on va dans le monde francophone, ou alors on a des formateurs qui vont par exemple animer en anglais. Dans cette vidéo, je vais évoquer la publication de mon ouvrage qui a été mis en ligne chez Edilivre récemment. Alors pourquoi un ouvrage? Pourquoi écrire? Pourquoi un formateur, un enseignant éprouve le besoin d'écrire au quotidien dans un blog? Et puis après ces écrits sur plusieurs années, pourquoi en faire un livre papier, un livre numérique? Eh bien écoutez, c'est l'objet de ce document. Écrire au quotidien, pour un formateur, un enseignant, c'est une façon de réfléchir sur sa pratique, de revenir en arrière, de poser les choses. Et c'est vrai que le blog, comme outil d'écriture, s'y prête bien. C'est souple, ça intègre du texte, mais aussi des images, du son, des vidéos. C'est modulable, on peut changer le texte quand on veut, on peut le publier, on peut le mettre en brouillon. On a un outil vraiment très très souple, un peu un cahier de brouillon, 48 pages Clairefontaine sur lequel on peut griffonner. Et puis on écrit des articles, des billets, comme ça pendant plusieurs années. Et un jour on se dit, et pourquoi pas faire un livre de tous ces écrits? Cette idée m'a traversé l'esprit, j'ai contacté un éditeur en ligne qui s'appelle Edilivre, et j'ai publié très récemment mon ouvrage directement en ligne, donc en version papier, en version numérique et bientôt en version e-pub. Si vous êtes enseignant, formateur et qu'on vous demande d'intégrer du numérique dans votre pratique, d'intégrer de la formation à distance, du digital, on dit aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas simple, vous êtes peut-être un petit peu gêné aux entournures pour vous y mettre. Eh bien écoutez, j'espère que cet ouvrage qui se veut vraiment un ouvrage de pratique au quotidien, de réflexion, que cet ouvrage pourra vous aider à commencer à entrer dans cette nouvelle aventure professionnelle. Merci à vous.